Mon frère m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Cette maison est à moi maintenant. Tu as 2 jours pour partir. » Les clés ont tourné dans la nouvelle serrure. Le bruit s'est mélangé au silence des voisins qui observaient depuis leurs fenêtres. Et moi, Fatou Diallo, j'ai compris que la maison que j'avais construite de mes propres mains ne m'appartenait plus. Je suis restée là, debout sur le trottoir. Mes mains tremblaient. Pas de peur, de rage contenue. J'avais 62 ans et je venais d'être chassée de chez moi par mon propre sang. Si vous voulez savoir comment cette histoire se termine, restez avec moi. Abonnez-vous et activez la cloche, parce que ce que mon frère ignorait va tout changer. Le quartier de Belleville a toujours été bruyant. Les voitures klaxonnent, les commerçants crient leurs prix, les enfants jouent au foot entre les poubelles. Mais ce matin-là, tout me semblait étouffé. Comme si le monde s'était arrêté pour me regarder tomber. Je me souviens du jour où papa nous a réunis, mon frère Moussa et moi. C'était un dimanche après la messe. Maman venait de servir le thieboudienne. L'odeur du poisson grillé remplissait la petite cuisine. Papa a posé sa fourchette et a dit qu'il voulait acheter un terrain. Un endroit à nous. Quelque chose qu'on pourrait transmettre. J'avais 28 ans. Moussa en avait 32. On a tous les deux promis de contribuer. Papa a souri. Maman a essuyé une larme. On croyait bâtir un avenir. Le terrain était à Montreuil, pas très loin du métro Croix de Chavaux. Un rectangle de terre battue entre 2 immeubles gris. Rien de beau. Mais c'était à nous. Enfin, presque. Papa a signé les papiers. Le notaire a tout enregistré. On allait construire une maison pour toute la famille. Moussa travaillait dans un entrepôt à Rungis. Moi, je faisais des ménages dans le 17e arrondissement. 5 appartements par semaine. Les genoux douloureux. Les mains abîmées par l'eau de Javel. Mais chaque fin de mois, je mettais de l'argent de côté. Pas beaucoup. 50 €. Parfois 100. Moussa aussi contribuait. On se voyait le samedi matin pour remettre les billets à papa. Il les rangeait dans une vieille boîte à biscuits lue. Une boîte bleue avec des motifs dorés. Je la revois encore. Papa comptait l'argent, écrivait tout dans un cahier. Il notait nos noms, les montants, les dates. Tout était clair. Tout était juste. La construction a commencé 3 ans plus tard. Papa a engagé un maçon portugais, Monsieur Silva, un homme sec, sérieux, qui ne parlait presque pas, mais il travaillait bien. Moussa et moi, on venait le week-end pour aider. On portait les sacs de ciment, on mélangeait le mortier, on posait les briques. Je me souviens de mes mains pleines d'ampoules, de la sueur qui coulait dans mon dos, du soleil de juillet qui tapait sur le chantier. Mais je souriais. Chaque mur qui montait, c'était un morceau de nous. Chaque fenêtre installée, c'était une promesse tenue. Maman venait avec des sandwichs au poulet yassa et des bouteilles de bissap glacé. On mangeait assis sur des parpaings, les pieds dans la poussière. Papa racontait comment la maison serait. 3 chambres, un salon, une cuisine avec une vraie table, un jardin pour maman cultiver ses hibiscus. Moussa parlait peu. Il hochait la tête. Il buvait son bissap. Parfois, il souriait. Mais je sentais déjà quelque chose, une distance, un silence qui n'était pas de la fatigue. Les années ont passé. Papa est tombé malade. Un cancer du poumon. Les médecins de l'hôpital Avicenne ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais la maladie était plus forte. Il est mort un mardi matin de novembre. Il pleuvait. Les gouttes frappaient contre la vitre de sa chambre. Maman tenait sa main. Moussa était au travail. Moi, j'étais là. J'ai vu son dernier souffle. On l'a enterré au cimetière de Pantin. Beaucoup de monde est venu. Des gens du Sénégal qu'on n'avait pas vus depuis des années. Des voisins, des collègues. Tout le monde disait que papa était un homme bien, un homme droit, quelqu'un qui ne trichait jamais. Maman a tenu 6 mois de plus. Elle s'est éteinte doucement, comme une bougie. Un soir, elle s'est endormie et ne s'est pas réveillée. Pas de douleur, juste le silence. On l'a mise à côté de papa. Leurs tombes se touchent presque. Après l'enterrement de maman, Moussa et moi, on s'est retrouvés seuls dans la maison qu'on avait construite ensemble. Lui vivait au rez-de-chaussée, moi au premier étage. On partageait la cuisine. On se croisait le matin. Bonjour, café, silence. Au début, tout allait bien. On respectait l'espace de l'autre. On payait les factures à 2. Électricité, eau, taxes foncières. Chacun sa moitié. C'était simple. C'était juste. Mais un jour, Moussa a commencé à changer. Ça a commencé par des petites choses. Il ne disait plus bonjour. Il claquait les portes. Il montait le son de la télé tard le soir.
Quand je lui demandais si tout allait bien, il haussait les épaules. Puis, il a ramené Isabelle. Une femme blonde, mince, avec des ongles rouges et un rire aigu. Elle travaillait dans une boutique de vêtements près de la Bastille. Moussa l'a présentée comme sa fiancée. Je lui ai souri. Je lui ai serré la main. J'ai dit « Bienvenue ». Mais Isabelle ne m'a jamais aimée. Je le voyais dans ses yeux, dans la façon dont elle me regardait de haut en bas. Dans ses silences, quand je parlais, elle trouvait que la maison était trop petite, que le quartier était trop bruyant, que tout était vieux. Un soir, je les ai entendus discuter dans la chambre de Moussa. Les murs étaient fins, les voix passaient. Isabelle disait qu'elle voulait partir, qu'elle ne voulait pas vivre avec moi, que c'était gênant. Moussa a répondu quelque chose que je n'ai pas bien entendu. Le lendemain, il m'a demandé de venir dans le salon. Il était assis dans le fauteuil de papa. Isabelle était à côté de lui, les bras croisés. Moussa m'a dit qu'il fallait qu'on parle de la maison, que les choses devaient changer. J'ai demandé quoi? Il a dit qu'il avait vérifié les papiers, que papa n'avait jamais officiellement mis mon nom sur les documents, que légalement, tout était à lui. J'ai senti mon cœur se serrer. J'ai dit que ce n'était pas vrai, que j'avais payé, que j'avais construit, que papa savait. Moussa a sorti une chemise cartonnée. Il a posé des papiers sur la table basse, des actes notariés, des certificats. Il a montré les lignes, les signatures. Mon nom n'apparaissait nulle part. Il a dit que j'avais été négligente, que j'aurais dû régulariser ma part, que maintenant, c'était trop tard. Isabelle a souri, un sourire mince, un sourire qui coupe. J'ai essayé de parler, de dire que papa avait tout noté, que le cahier existait, que les preuves étaient là. Mais Moussa a secoué la tête. Il a dit qu'un cahier ne valait rien, qu'il fallait des papiers officiels, des signatures de notaire. Il a ajouté que je pouvais rester encore un peu, le temps de trouver un appartement, mais qu'il voulait vendre, qu'Isabelle et lui avaient des projets. Je suis montée dans ma chambre, j'ai fermé la porte, je me suis assise sur le lit, les mains sur les genoux, le regard fixe. Je n'ai pas pleuré, pas encore. La douleur était trop grande pour les larmes. Les semaines suivantes ont été un enfer. Moussa est devenu froid, distant. Il ne me parlait plus. Il sortait tôt le matin. Il rentrait tard le soir. Isabelle me lançait des regards méprisants. Elle laissait traîner ses affaires dans la cuisine. Elle occupait la salle de bain pendant des heures. Un jour, j'ai trouvé un prospectus sur la table. Une agence immobilière. Des photos de la maison. Un prix affiché. Moussa vendait déjà, sans me prévenir, sans me consulter. J'ai confronté mon frère. Il m'a dit que c'était son droit, que la maison lui appartenait, que je n'avais qu'à partir si je n'étais pas contente. Isabelle a ri, un rire sec, un rire méchant. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je pensais à papa, à maman, à toutes ces années de travail, à mes mains abîmées, à mes genoux douloureux, à chaque brique que j'avais posée. Tout ça pour rien. Le lundi suivant, je suis rentrée du travail vers 18h. La porte d'entrée était différente. La serrure avait été changée. Mes clés ne rentraient nulle plus. J'ai sonné. Personne n'a répondu. J'ai frappé. Le silence. J'ai appelé Moussa. Il a décroché après 5 sonneries. Sa voix était calme. Trop calme. Il m'a dit que c'était fini, que je n'habitais plus là, que mes affaires étaient dans des cartons sur le trottoir, qu'il fallait que je parte, que j'arrêtais de retarder sa vie. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. J'ai regardé autour de moi. Les voisins étaient aux fenêtres. Madame Kouassi, Monsieur Traoré, la famille Ben Salem. Tous me regardaient. Certains détournèrent les yeux, d'autres secouèrent la tête. Mes cartons étaient là. 3 gros cartons marrons scotchés à la hâte. Mes vêtements, mes photos, mes souvenirs, tout jeté comme des déchets. Monsieur Traoré est descendu. Il m'a aidé à porter les cartons jusqu'à sa cave. Il n'a rien dit. Juste un regard triste. Un regard qui disait « Je suis désolé ». Je suis allée dormir chez Aïcha, une amie du travail. Elle habitait un studio à Aubervilliers. Elle m'a prêté son canapé. Elle m'a fait du thé à la menthe. Elle m'a écouté pleurer jusqu'à 3h du matin. Les jours suivants, tout le quartier parlait de moi. La femme expulsée par son frère. Celle qui n'avait pas fait attention aux papiers. Celle qui s'était fait avoir. Certains me plaignaient. D'autres disaient que c'était ma faute, que j'aurais dû être plus prudente. Que la famille, c'est bien, mais les contrats, c'est mieux. Moussa, lui, paradait. Il a organisé un dîner chez lui, dans la maison que j'avais construite. Il a invité des amis, des collègues. Isabelle a cuisiné. Ils ont bu du vin. Ils ont ri. Ils ont célébré.
Madame Kwasi m'a raconté. Elle a dit que Moussa parlait de vendre rapidement, qu'il voulait acheter un appartement neuf à Rosny-sous-Bois, qu'Isabelle choisissait déjà les meubles, qu'ils étaient heureux. Moi, je dormais sur un canapé. Je me réveillais avec mal au dos. Je partais tôt pour ne pas déranger Aïcha. Je marchais dans les rues. Je regardais la maison de loin. Ma maison, celle qui ne m'appartenait plus. Mais il y avait quelque chose que Moussa ne savait pas. Quelque chose que personne ne savait. Papa, avant de mourir, avait parlé avec un notaire. Maître Dupont, un homme aux cheveux gris qui travaillait rue de la République. Papa avait peur. Peur que ses enfants se disputent après sa mort. Peur que l'un prenne tout. Il avait donc rédigé un testament. Un document clair, précis, enregistré. Maman me l'avait dit quelques jours avant sa mort. Elle m'avait donné une enveloppe. Elle m'avait fait promettre de ne l'ouvrir que si c'était nécessaire. J'avais promis. L'enveloppe était restée dans ma commode pendant des années. Je ne l'avais jamais ouverte. Jamais. Jusqu'à ce soir-là. J'ai ouvert l'enveloppe dans le studio d'Aïcha. Mes mains tremblaient. Le papier était épais, officiel. L'entête du notaire était imprimée en haut. J'ai lu lentement. Chaque mot, chaque ligne. Le testament était clair. Papa léguait la maison à ses 2 enfants, 50% chacun. Mais il y avait une clause que papa avait ajoutée après une longue réflexion. Si l'un des 2 enfants tentait de spolier l'autre, si l'un essayait de prendre plus que sa part, alors la totalité de la maison revenait à l'enfant lésé. Papa avait prévu. Il connaissait les hommes. Il connaissait la cupidité. Le document portait la signature de papa, celle de maman en tant que témoin, celle du notaire. Tout était légal. Tout était incontestable. J'ai relu 3 fois, puis j'ai pleuré. Pas de tristesse, de soulagement. Papa m'avait protégé, même de sa tombe. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec Maître Dupont. Son cabinet était au 3e étage d'un immeuble haussmannien. Une secrétaire m'a fait entrer dans un bureau sombre, rempli de dossiers. Le notaire était vieux maintenant. Ses cheveux étaient complètement blancs, mais ses yeux étaient vifs. Je lui ai montré le testament. Il a hoché la tête. Il se souvenait de papa. Il se souvenait de cette clause spéciale. Il m'a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai tout raconté. L'expulsion, les cartons, la serrure changée, les papiers falsifiés. Maître Dupont a sorti un dossier de son armoire. Il contenait une copie du testament. Une copie enregistrée au fichier central des dispositions de dernière volonté. Aucun doute possible. Le document existait. Il était valide. Il m'a expliqué la marche à suivre. On pouvait aller en justice, mais ça prendrait du temps, de l'argent, de l'énergie. Ou alors, on pouvait régler ça autrement, de manière plus directe. Maître Dupont m'a proposé d'organiser une réunion, une lecture officielle du testament, en présence de Moussa, d'Isabelle et de témoins. Une confrontation légale, propre, définitive. J'ai accepté. La convocation est arrivée chez Moussa 1 semaine plus tard. Une lettre recommandée du notaire. Maître Dupont l'invitait à venir à son cabinet pour la lecture du testament de notre père. Présence obligatoire. Date fixée au jeudi suivant, 15 h. Moussa a dû paniquer. Il a peut-être pensé que c'était un piège ou une erreur, mais il ne pouvait pas refuser. Pas une convocation de notaire. Le jeudi, je suis arrivé en avance. J'ai attendu dans la salle d'attente. Mes mains étaient moites. Mon cœur battait vite, mais j'étais calme. J'étais prête. Moussa est arrivé avec Isabelle. Ils portèrent des vêtements chics, lui un costume gris, elle un tailleur noir. Ils avaient un l'air confiant, presque arrogant. Quand Moussa m'a vu, il a froncé les sourcils. Isabelle a levé les yeux au ciel. Maître Dupont nous a fait entrer dans son bureau. Il y avait 4 chaises disposées face à lui. Moussa et Isabelle se sont assis côte à côte. Moi, j'étais seule de l'autre côté. Le notaire a refermé la porte. Il a commencé par expliquer la situation. Il a dit qu'il était le notaire de notre père, que notre père avait rédigé un testament quelques années avant sa mort, que ce testament n'avait jamais été révoqué, qu'il était donc toujours valide. Moussa a ri, un rire nerveux. Il a dit qu'il n'y avait pas de testament, que papa n'avait jamais rien écrit, que tout était à lui selon les actes de propriété. Maître Dupont a souri, un sourire poli, professionnel. Il a sorti le testament de son tiroir. Il l'a posé sur le bureau. Il a demandé à Moussa de se taire et d'écouter. Puis il a commencé la lecture. Chaque mot résonnait dans le silence. Maître Dupont lisait lentement, distinctement. Papa léguait la maison à ses 2 enfants. Parts égales, respect mutuel.
Mais en cas de tentative de spoliation, tout revenait à l'enfant victime. Le visage de Moussa a changé. D'abord la surprise, puis la peur, puis la colère. Isabelle est devenue blanche. Ses mains ont agrippé l'accoudoir de la chaise. Maître Dupont a continué. Il a expliqué que Moussa avait tenté de me spolier, qu'il avait changé les serrures, qu'il m'avait expulsé, que selon la clause du testament, la maison m'appartenait désormais entièrement. Moussa a explosé. Il a dit que c'était impossible, que les actes de propriété prouvèrent le contraire, que j'avais menti. Maître Dupont a secoué la tête. Il a expliqué que les actes étaient incomplets, que papa avait gardé une partie de la propriété en indivision, que le testament primait. Isabelle s'est levée. Elle a dit qu'ils allaient contester, qu'ils allaient se battre. Maître Dupont a répondu calmement qu'il pouvait essayer, mais que le testament était enregistré depuis 15 ans, qu'il avait été rédigé dans les formes, que 3 juges avaient déjà validé des cas similaires, que la jurisprudence était claire. Moussa m'a regardé. Ses yeux étaient pleins de haine. Il a dit que j'avais tout manigancé, que j'avais manipulé papa, que j'étais une menteuse. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé, calmement, sans colère, sans joie, juste avec la certitude d'avoir raison. Maître Dupont a conclu. Il a dit que la maison était à moi, que Moussa avait 30 jours pour quitter les lieux, qu'en attendant, il devait me verser un loyer équivalent à sa part d'occupation, qu'il devait aussi me rembourser les frais d'expulsion, les frais de stockage, les dommages moraux. Isabelle a fondu en larmes. Moussa est resté silencieux. Ils sont partis sans un mot, sans un regard. Moi, je suis resté encore un moment. Maître Dupont m'a serré la main. Il m'a dit que papa aurait été fier, que la justice était faite. Je suis sortie du cabinet. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient. Je me suis assise sur un banc. J'ai fermé les yeux. J'ai respiré profondément. Les 30 jours suivants ont été étranges. Moussa a déménagé en silence. Il a emporté ses meubles, ses affaires. Isabelle n'est jamais revenue. Ils ont rompu 2 semaines plus tard. Il paraît qu'elle l'a quitté pour un autre. Quelqu'un avec plus d'argent, plus de stabilité. Monsieur Traoré m'a aidé à rapporter mes cartons. Madame Kouassi m'a apporté un gâteau au chocolat. Aïcha est venue passer le premier soir avec moi. On a bu du thé, on a ri, on a parlé de tout et de rien. J'ai repeint les murs, j'ai changé les rideaux, j'ai planté des hibiscus dans le jardin, comme maman voulait. Moussa, je ne l'ai jamais revu. J'ai entendu dire qu'il vivait dans un studio à Bondy, qu'il travaillait toujours à Rungis, qu'il était seul. Parfois, je pense à lui, pas avec colère, juste avec tristesse. Il a tout perdu pour de la cupidité. Aujourd'hui, je vis dans ma maison, la maison que j'ai construite, celle qui porte mes souvenirs, mes parents, mon travail, ma dignité. Je n'ai pas gagné par vengeance. J'ai gagné parce que papa savait, parce qu'il m'aimait, parce que la justice existe encore. Le silence est parfois le plus beau des discours. Si cette histoire vous a touché, écrivez simplement le mot « justice » dans les commentaires. Parce que la dignité ne se négocie jamais.